bien, bonsoir. Je suis donc heureux de vous parler ce soir de l'habitat, mais je voudrais dire l'habitat urbain, comme il est bien indiqué dans mon titre, et des maisons médiévales urbaines en France au XIIe, XIIIe et XIVe siècle. En effet, les maisons médiévales urbaines forment un sujet bien vaste, et je bornerai donc mon propos dans l'objet et dans le temps. Alors, ce sont d'abord exclusivement les maisons urbaines qui vont vous être présentées, c'est-à-dire situées en ville, parfois dans de très modestes regroupements urbains, mais dans ce cas également en forme urbaine, c'est-à-dire que tant par leur aspect matériel que par les fonctions qu'elles expriment, ces maisons appartiennent indéniablement à la civilisation urbaine et non au monde rural. Ensuite, ces maisons, certes, ne représentent pas tout l'habitat. Il s'agit de maisons conservées ou au moins connues grâce à une bonne documentation figurée. Alors, j'ai néanmoins la faiblesse de penser qu'elles sont suffisamment nombreuses pour représenter l'habitat d'une grande partie de la population au cœur des villes entre le XIIe et le XIVe siècle. Mais nous reviendrons sur cette question de la représentativité de l'échantillon que je vais vous présenter. Enfin, ce seront exclusivement des maisons en pierre ou des maisons en briques ou des maisons en bois et maçonnerie. En effet, peu de maisons toutes en bois, antérieures à la fin du XIVe siècle, ont actuellement été identifiées alors qu'elles dominent au XVe siècle. Or, dans ce temps, mon exposé n'embrassera que les XIIe, XIIIe et XIVe siècles. En effet, la période qui couvre le siècle de la guerre de Cent Ans, entre 1350 et 1450, sommairement dit, connaît à bien des égards des ruptures dans la conception de la distribution de la maison qui rend les demeures du XVe siècle, par bien des côtés, plus proches de celles de la Renaissance que celles du Moyen Âge central. Il s'agit donc en fait d'un autre sujet. Quant à l'autre bout, les maisons urbaines du XIe siècle commencent à peine à être connues. Alors, le sujet ainsi cantonné, je vais le traiter en trois parties, en illustrant d'abord une approche fonctionnelle de la maison urbaine, définissant fonctions et programmes, essayant donc de donner des clés de lecture des maisons. Ensuite, je livrerai les éléments d'une enquête sérielle, quantitative donc, établissant justement la représentativité de ces édifices. Enfin, je proposerai un bilan provisoire de toute une série de questions pendantes en suggérant des pistes de recherche, en traitant donc certains sujets spécifiques, généralement de l'intérieur des maisons. Alors voyons cette approche fonctionnelle d'abord de la maison urbaine. À la différence de l'Italie, la France n'est guère pourvue en sources écrites informant sur les commanditaires des maisons et sur les intentions qu'ils avaient. Alors la connaissance de l'habitat y est donc fondamentalement un exercice d'archéologie monumentale, c'est-à-dire conçu comme une étude directe de bâtiments, pour l'essentiel conservés en élévation. L'observation des faits et leur regroupement en systèmes fonctionnels s'éclaire bien sûr de la connaissance de l'histoire sociale et économique des sites étudiés. Il s'enrichit aussi des apports de l'histoire de l'art, quant à l'évolution des styles notamment. Il s'informe des pratiques humaines en d'autres temps et d'autres lieux et sollicite à cet effet les études documentaires que la géographie humaine consacre aux habitations des hommes. Enfin, elle étend son champ d'information en sollicitant bien sûr l'archéologie de fouilles. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'autres disciplines, l'étude de l'habitat se doit être résolument pluridisciplinaire. Cependant, l'acte premier de la collecte d'informations est bien celui de l'analyse des constructions elles-mêmes. Et je propose pour cela une approche fonctionnelle, ancienne déjà, héritée des pères fondateurs de l'archéologie monumentale, d'Arcis de Caumont à Eugène Viollet-le-Duc ou Camille Enlard. Mais précisons d'emblée que le terme « fonction » y est étendu au sens le plus large, des fonctions domestiques ou des fonctions professionnelles aux fonctions de représentation sociale. Le postulat que nous essaierons de suivre est qu'en fait, toute forme construite ou peinte ou sculptée a un sens. Et il s'agit d'identifier les caractères structurels et les organes qui, assemblés, répondent à des besoins que le commanditaire aura formulés, plus ou moins explicitement, dans un programme, c'est-à-dire dans un ensemble de fonctions. Ainsi, le premier caractère d'une maison urbaine médiévale est-il d'être une maison en hauteur, ce qui paraît banal, certes, une maison à étage, comme cette maison de Cluny. Alors, certes, d'autres édifices ne comportant qu'un rez-de-chaussée ont pu être nombreux, soit au début de l'expansion urbaine, ce que montrent par exemple
la belle étude d'Étienne Hubert sur Rome au IXe, Xe, XIe siècle. Soit comme habitat d'un moindre rang, telles les maisons-dieux que vous pouvez admirer à Bruges, qui n'ont pas d'étage. Soit au contraire, comme logis ou partie de logis de haut standard, ainsi des salles de plain-pied qu'on trouve, en petit nombre à vrai dire, à Reims, Provins ou Parthenay. Mais il s'avère en fait que la quasi-totalité des maisons urbaines médiévales identifiées ont un ou plusieurs étages et s'opposent en cela à la majorité des édifices ruraux qui sont de plain-pied. Le deuxième caractère, rencontré également dans presque toutes ces maisons, est une bipartition fonctionnelle entre le rez-de-chaussée et l'étage. Quel que soit l'occupant, commerçant, artisan, clerc ou chevalier, il loge en général à l'étage. C'est-à-dire que le niveau de plain-pied avec la rue est réservé à des activités professionnelles, production, échange, officine, comptoir ou domestique, magasins, écuries, etc. Quelle est la base de cette identification? Je vais vous proposer des exemples d'édifices dans lesquels nous allons isoler les organes principaux définissant les fonctions. Pour les activités professionnelles, nous sommes renseignés essentiellement par les percements des façades des rez-de-chaussée. Le plus souvent, c'est une arcade, un grand arc, qui donne accès vers l'extérieur, de plain-pied, avec ou sans mur bahut pour les chopes. Ces arcades, parfois, sont combinées dans un avant-solier ou couvert. Vous le voyez ici, à Jouret d'Arcade, à Dole de Bretagne, dès l'époque romane. Alors, c'est un couvert qui abrite le passage, le commerce, et l'accès à la maison se fait également depuis l'intérieur de ce couvert. Autre solution, c'est un grand portail qui ouvre depuis la rue, mais vers une pièce basse voûtée. Voilà le grand portail, alors que la porte d'accès au logis, surélevée, donne directement dans un rez-de-chaussée, surélevé, comme vous le voyez, de quelques marches. Alors ces accès se combinent avec l'absence de fenêtres en rez-de-chaussée, sauf de toutes petites baies éclairant un couloir, comme ici à Puy-la-Roque. Les indices de la porte sont ici la taille moindre de la porte et l'axialité du percement. Donc vous voyez, pour distinguer la porte depuis les arcades, il a fallu regarder sa position, mais surtout sa taille, et puis le fait qu'une petite baie au-dessus éclairait le couloir. Cette porte n'est pas toujours d'une identification aisée. Je veux dire même que dans certains cas, vous voyez, à Lavardin, on a omis la porte et l'on pénètre dans la maison par l'arcade. Il n'y a pas donc d'indépendance entre l'accès à la partie habitable et la partie ouverte pour le public. Plus généralement, la porte est bien différenciée et dessert un escalier droit en pierre ou en bois qui mène directement au logis depuis la rue. Dans ce cas, la porte est l'organe de l'autonomie du logis. Alors, ce logis, comment se reconnaît-il? Ce logis compris comme le lieu des fonctions domestiques les plus intimes: dormir, s'alimenter, naître et mourir, ou social, se réunir, recevoir, paraître. L'organe principal est ici indéniablement la fenêtre, inséparable de l'idée de logement. Ainsi, Puy-la-Roque, que je vous ai déjà présenté, les fenêtres y sont réservées à l'étage, elles donnent la lumière, l'air, permettent de voir à l'extérieur et de se montrer. La fenêtre cumule donc des fonctions pratiques et des fonctions représentatives. C'est ce qui explique la richesse de son ornementation. C'est l'organe décoré de la façade. Comme à Brantôme, elle peut parfois se développer en claire-voie, c'est-à-dire ensuite ininterrompue de baies, rythmées par des colonnettes ou des piliers. Le logis se reconnaît aussi à son aménagement intérieur. Les pièces qui le composent concentrent les décors peints, comme celui de cette maison de chanoine, maison canoniale. Il couvre presque systématiquement les murs des étages. Les maisons médiévales étaient donc très généralement avec des murs badigeonnés et peints, alors que ces décors n'apparaissent quasiment jamais dans les locaux du rez-de-chaussée. La cheminée, deuxième point, est également exclusivement réservée au logis et donc à l'étage. Il est d'ailleurs fréquent que son coffre apparaisse en saillie sur la façade, comme vous le voyez ici dans une maison romane de Clermont-Ferrand. En tout état de cause, on ne trouve que très peu de cheminées en rez-de-chaussée avant le XVe siècle. Enfin, pour le logis, de nombreux équipements
sont inclus dans les murs des pièces réservées au logis et composent un véritable mobilier de pierre. Des sièges, des armoires, comme ici à Cluny, où les armoires encadrent la cheminée, des petites étagères en pierre, de part et d'autre des consoles, mais également des latrines, des éviers, etc. Nous reviendrons sur ce mobilier en pierre. Alors, quelle est la légitimité de la grille d'analyse fonctionnelle que je vous propose très rapidement? Je pense pouvoir m'autoriser de représentations d'époque pour conclure à sa pertinence. La première est une illustration castillane des cantiques à la Vierge Marie du roi Alphonse le Sage. On y voit une maison, c'est-à-dire un édifice à étages, avec bipartition fonctionnelle. Ici, 2 arcades, dans lesquelles, avec murs, bahuts, formant éventaire, dans lequel on fait commerce. Comme il se trouve que c'est de matières précieuses qu'il s'agit, le chaland est cette fois-ci à l'intérieur, alors que d'habitude, le commerce dans les maisons médiévales se fait en front de rue, le chaland étant réservé à l'extérieur. Vous notez qu'il y a une porte qui donne sur un escalier, c'est bien la dépendance du logis qui est à l'étage où des petits personnages ont pris place face à face dans les baies et regards de la rue. Voir et se faire voir sont bien des arguments majeurs. Autre exemple, une sculpture romane de Cluny, le pilier dit du cordonnier, qui provient d'une claire-voie romane du XIIe siècle. Représentation schématique d'une des maisons romanes de Cluny. Voyez ici l'arcade dans laquelle travaille le cordonnier à son éventaire, une mendiante quémande, tandis qu'à l'étage, vous voyez des couples de personnages qui sont dans une claire-voie de 4 baies, dont voici le cordon d'appui saillant. Ils se font face, car ils sont assis face à face dans les petits sièges qui garnissent les embrasures des baies. Voilà 2 scènes qui me paraissent des représentations vivantes de maisons telles qu'elles étaient bien vécues par les hommes des XIIe et XIIIe siècles. Alors cependant, ces fonctions se combinent en agencements divers selon la raison sociale des commanditaires et leur mode de vie. Alors il est vrai qu'après cette première construction, les bâtiments vivent, évoluent au gré des désirs des occupants successifs. C'est-à-dire que devant un bâtiment qui a survécu à notre époque, il faut remonter le temps pour reconstituer le projet originel de chaque édifice, voire le projet des phases successives. À l'examen, il paraît légitime de distinguer des grandes familles de demeures selon la place plus ou moins importante accordée à la fonction résidentielle, qui est quand même la fonction première d'une maison, fonction généralement partagée, parfois exclusive et parfois exclue. De fait, 2 grandes familles correspondent à 2 groupes de programmes. Les maisons mixtes ou polyvalentes, improprement parfois appelées maisons bourgeoises, et les édifices spécialisés à fonction unique ou très prévalente. Voyons la maison mixte. Elle est également appelée polyvalente car s'y unissent étroitement la fonction résidentielle et des fonctions professionnelles, et ce, sans déséquilibre majeur. Alors en voici quelques exemples pris dans 4 régions et dans la gamme supérieure des édifices. Le premier est celui d'une maison polyvalente qui apparaît comme un type très bien constitué dès le XIIe siècle, mais à Périgueux, vous le voyez, aux dimensions d'un petit palais. Nos amis italiens diraient que ceci est déjà un palazzo. La séparation des niveaux est clairement manifestée par le cordon régnant sous les fenêtres, mais l'opulence ici est telle que le décor est même présent sur les arcades du rez-de-chaussée, ce qui est très rare, la plupart des maisons présentant des rez-de-chaussée dépourvus de tout décor. À Beaune, maison du XIIIe siècle, qui exprime un souci représentatif développé, dont l'argument est, comme à Cluny, une grande claire-voie qui ajoute de façon ininterrompue la quasi-totalité de l'étage. Cet organe de la claire-voie est très rare avant le XIIe siècle, spécifique de la Bourgogne, de la Lorraine et de la vallée du Rhône. Autre exemple en Champagne, cette fois-ci, la maison des musiciens à Reims, qui datait de la fin du XIIIe siècle, détruite pendant la Première Guerre mondiale. Elle était d'une très grande ampleur, comme vous le voyez, superbement décorée, avec par exception un vrai programme décoratif exprimé dans les sculptures. Mais elle avait un portail qui ouvrait, 2 portails, qui ouvraient vers une cour avec d'autres corps de logis. On voit qu'elle confinait à l'hôtel patricien, ce qui n'empêchait pas la présence de boutiques. Nous reviendrons sur cet aspect. Dernière maison en Limousin, également détruite, qui datait de la fin du XIIIe siècle. Vous voyez qu'elle comptait 2 étages, ce qui n'était pas rare
sur ce qu'on appelle les rues fortes, c'est-à-dire les rues où le commerce était le plus développé et où chacun voulant avoir un front de rue, la pression du marché conduisait à la division des espaces ou à la construction de nombreux étages. Que traduisent ces immenses fenêtres? Soit la recherche d'un éclairement maximal, soit aussi, et peut-être à la fois, celle du prestige donné par l'imitation des formes religieuses les plus raffinées. Alors certes, toutes les maisons polyvalentes n'ont pas cette ampleur. Il existe de très nombreuses petites maisons dans des agglomérations de toute taille, notamment en Bourgogne, comme ici à Rougemont, pas loin de Saumur-en-Auxois, petit bourg dont je reparlerai tout à l'heure, qui conserve une vingtaine de maisons de ce type, à Flavigny-sur-Ozerain, mais aussi dans des villes plus importantes, Dijon, Tournu, Vézelay, dans d'innombrables petits bourgs à Bassiaux, Castras ou Bastide du Languedoc et de l'Aquitaine. Voilà pour la maison mixte ou polyvalente. Je vais m'attarder plus longuement sur la maison spécialisée. Je vais en proposer deux types. D'abord, le type de la maison à dominante utilitaire, où le logis est résiduel. C'est ce qui apparaît dans le cas de cette demeure, à Beaune encore, de peu postérieure à 1200, fin XIIe siècle. Vous notez l'absence d'arcade au rez-de-chaussée, la multiplication des portes superposées à chaque niveau, le caractère très rustique des fenêtres, une absence de fonction commerciale et un rôle d'entrepôt très vraisemblable quand on sait que la tradition en fait le grenier à sel de la ville. Autre exemple, les nombreuses maisons à foire de Provins louées aux marchands forains pour des maisons de plusieurs semaines. Dans ces maisons, le logement n'était pas absent à l'étage, mais il était secondaire. Alors cette maison, appelée à tort Grand Jodime, était en fait louée aux marchands de Toulouse. Elle comprend 2 niveaux voûtés, au rez-de-chaussée et niveau souterrain, destinés aux affaires, dont le stockage et le grand commerce, et un étage éclairé de belles fenêtres et pourvu de 2 cheminées et de latrines. Alors on suppose que certes les marchands y vivaient, mais surtout y pratiquaient une part des négoces, et l'on note le très grand nombre de percements de la façade du rez-de-chaussée permettant de multiplier les points de contact, l'aménagement des chopes. Mais on imagine également que les échanges, s'ils se faisaient aussi en front de rue, pouvaient être traités à l'intérieur dans ces grandes salles voûtées, notamment pour les plus gros clients, y compris dans l'espace souterrain. C'est le premier exemple que je vous donne à Provins, dont vous voyez la qualité de traitement. Alors, ce type d'édifice à vocation spécialisée, commerciale ou de stockage dominante est mal étudié et peu de bâtiments ont été identifiés. En revanche, beaucoup plus nombreuses, bien que guère reconnues comme telles jusqu'à présent, sont les maisons qu'on peut appeler des résidences pures, c'est-à-dire des demeures sans apparemment d'installation commerciale ou de production. Alors beaucoup sont des maisons de clercs, comme celle-ci, la cure de l'église Sainte-Croix à Tours, bâtie en retrait de la rue. Il y a une avant-cour devant elle, vous voyez qu'elle n'est pas en front de rue, où sont généralement les maisons commerciales. Elle est dépourvue de tout percement au rez-de-chaussée. Je précise que la tourelle ici est du XVe siècle et les parties romanes sont ici. Voilà le détail de la belle fenêtre géminée qui annonce une maison de grande qualité dont l'intérieur est voûté et qui ne partage aucun trait avec les maisons polyvalentes et commerciales de la rue. Autre exemple de maison de clerc, à Chartres, c'est une maison de chanoine, maison canoniale du XIIe siècle, avec logis à l'étage, parée de belles fenêtres à tympan sur la rue, une porte à gauche menée vers le logis, et une entrée de cave à droite pour y serrer les provisions et le vin. Je précise bien sûr que ces 2 baies sont complètement modernes. Il n'y avait aucun organe de ce type dans la façade à l'origine. Troisième exemple fourni par une maison canoniale, malheureusement détruite, du cloître cathédral de Laon, donc un chanoine de la cathédrale. Vous notez également que le rez-de-chaussée était peu ouvert, simplement des portes et de petites baies, aucun organe vraiment commercial, et qu'en revanche, la somptuosité de l'étage contrastait avec les niveaux peu percés du rez-de-chaussée. Maison de clercs, maison également de chevaliers et d'agents seigneuriaux, parfois appelés dans l'Est ministériaux. Voilà la deuxième catégorie de résidence. La tour Chevalot, à Beaulieu-les-Loches, au sud de Tours, date de la fin du XIIIe siècle. C'est un remarquable exemple de maison-tour urbaine. Il n'y a pas qu'en Italie qu'il y a des maisons-tours et des tours, bien percées de fenêtres aux étages, vous en voyez une murée ici, et avec à l'angle gauche
une tourelle de latrine. Nous reviendrons sur cet organe du confort. Des peintures murales représentant des écus par le rez-de-chaussée. Aucun des accès de l'édifice n'ouvrait directement sur la rue. On y accédait par une porte ouverte au rez-de-chaussée, mais dans l'enclos d'une basse-cour. Donc une maison complètement détachée des fonctions commerciales sur la rue. L'hôtel de Saint-Livier à Metz date du XIIe siècle, avec remaniement au XIIIe ici et au XVIe siècle ici. Vous voyez que c'est un haut bâtiment accosté d'une tour. Le merlonnage et les tours affirment une rhétorique seigneuriale qui doit peu à une véritable mise en défense. Les fenêtres romanes, voilà un exemple, comportent un décor sculpté raffiné. Alors une fois de plus, dans ces deux cas, les rez-de-chaussée ne comprennent ni arcade ni boutique. Le troisième exemple de maison aristocratique est un peu différent. Ce qui fut l'hôtel de ville médiéval de Saint-Antonin en Rouergue était à l'origine une maison patricienne. Ce bâtiment, accosté d'une tour, fut probablement construit par les viguiers des vicomtes de Rouergue. Un logis somptueux occupe les étages, avec sans doute une grande salle où se rendait la justice au premier. Elle s'éclaire par une grande claire-voie, avec deux grands personnages, Justinien tenant dans ses mains le Codex Justiniensis, et ici Adam et Ève, personnisation évidemment du péché assimilé à la faute et du gouvernant qui va faire exercer la justice. Notez également ces cupules qui accueillaient des céramiques lustrées méditerranéennes ou bacchini. Alors, ce dernier exemple souligne les limites de la méthode qui consiste, à partir des formes, pour en déduire un programme. En effet, ici, c'est une maison aristocratique, mais il y a des arcades, et nous savons, par un texte du début du XIIIe siècle, qu'elles étaient louées à 3 marchands différents, et qu'ici, donc, le commerce voisinait avec une fonction résidentielle développée, voire une fonction publique. Il existait donc, comme toujours, des programmes intermédiaires entre ceux que je vous ai présentés et des maisons patriciennes avec locaux professionnels. Nous nous en étions déjà fait la réflexion avec la maison polyvalente de la Maison des musiciens de Reims. Alors, maison mixte ou résidence pure, ces édifices en briques ou en pierre étaient-ils vraiment nombreux ? La question est souvent posée et la réponse apportée est la condition même de la validité de cette communication. Voyons donc les informations que nous fournissent les études sérielles. Dans cette deuxième partie, je souhaite donc montrer qu'à rebours des doutes, les maisons urbaines des XIIe, XIIIe, XIVe siècles existent encore en très grand nombre et existaient en encore plus grand nombre que celles qui sont conservées, qu'elles ne sont en rien des exceptions et qu'elles peuvent donc faire l'objet d'études variées et riches d'enseignements, même dans les villes où les apparences extérieures sont celles de siècles beaucoup plus récents. Les travaux de cette dernière décennie, par exemple, ont prouvé dans des villes comme Grenoble ou depuis 2 décennies à Rouen, où aucune maison dès l'époque romane et du début de l'époque gothique n'était repérée il y a peu de temps encore. Alors là, mon propos s'articulera en 2 temps. D'abord, des éléments de preuve établissant la représentativité des maisons que je vous ai déjà présentées, puis un commentaire de différentes séries de ces demeures. La représentativité. Alors, quel est le débat ? Notre pays est encore le lieu d'un curieux débat. Après avoir été à la pointe de la découverte du patrimoine civil médiéval dès les années 1830, avec les pères fondateurs que j'évoquais tout à l'heure, Arcisse de Caumont, Eugène Viollet-le-Duc, il fut comme frappé d'amnésie après la mort de Camille Anlard au début du XXe siècle. Et jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il n'existait en France pas une seule synthèse récente sur l'architecture domestique médiévale, aucune monographie urbaine sur ce thème, et pas plus de ces vastes inventaires auxquels nous ont habitués nos amis et voisins anglais, allemands et italiens. Alors, depuis quelques années, la recherche a repris, quelques œuvres majeures ont déjà été publiées, dont les moindres ne sont pas celles consacrées à Montpellier, à Cluny, à Cahors, mais aussi à Rouen, Figeac ou Provins. Pour autant, le public averti est encore restreint et même parmi les praticiens, le scepticisme est encore de rigueur. Pourquoi ? Beaucoup pensent que les maisons romanes et gothiques repérées sont des unicums, des exemples isolés, peu représentatifs de l'habitat urbain des XIIe et XIVe siècles. Ils doutent aussi qu'elles soient suffisamment nombreuses pour donner une vue d'ensemble sur les façons de vivre de l'époque. L'opinion donc est que l'étude est impossible pour 2 raisons.
1. La matière n'existe pas. Les maisons sont rares en France. Elles ont peu d'intérêt, en mauvais état ou trop remaniées. 2. Elles ne sont pas représentatives. Et là, l'affirmation se double d'un sophisme. Proposition A. Si certains édifices ont survécu, c'est qu'ils étaient maçonnés, en pierre ou en brique. Proposition B. Chacun sait que la maison médiévale courante est en bois. Proposition C. Donc, les maisons en pierre ou en brique sont des édifices exceptionnels, taratata, témoins d'un habitat privilégié très minoritaire. Elles ne sauraient être expressives de la réalité de la ville médiévale, que d'ailleurs toutes les illustrations représentent toujours composées de maisons en pan de bois. Alors c'est ce sophisme que je voudrais réduire. Les dites maisons existent en nombre tel qu'à mon avis, leur représentativité ne peut être mise en doute. Certes, nul ne prétend que toute la gamme des maisons puisse être connue par la seule observation des édifices conservés. Ainsi, des demeures des plus simples, ce que les ethnologues appellent les casa de nada, par exemple, elles nous échappent. Elles nécessitent le recours aux sources écrites ou surtout, plus encore, aux fouilles pour être distinguées. Mais quant aux autres maisons, la recherche a démontré que les séries de maisons conservées dépassent plusieurs dizaines d'individus jusqu'à la centaine dans de nombreuses petites villes que je vous suggère d'aller voir, telles Saint-Gilles-du-Gard, Saint-Guilhem-le-Désert, Vézelay, Tournus, Senlis, dans de nombreuses bastides, mais aussi dans quelques grandes villes comme Tours, Dijon ou Metz. Mais les séries peuvent atteindre de 100 à 300 individus dans des villes comme Cluny, Provins, Clermont et Montferrand, Riom, Périgueux, Figeac, Cahors, Cordes ou Montpellier. Dès lors, comment refuser d'admettre que ces corpus sont bien expressifs d'un des aspects majeurs de l'habitat urbain, notamment au cœur des villes. Et les enseignements apportés par ces séries sont pas seulement d'ordre quantitatif, mais également qualitatif. Diversité d'ampleur, de qualité et d'équipement nous mettent en face de logis de divers groupes sociaux. Alors je vais l'illustrer en vous présentant 3 plans qui illustrent des inventaires, sans atteindre aux 563 maisons répertoriées à Pise, c'est-à-dire quasiment tout le cœur de la ville ancienne est antérieur au XVe siècle. Ils nous mettent quand même en face de belles séries. En outre, autant il est connu que les maisons médiévales abondent dans des petites villes endormies qui ont conservé leur patrimoine, autant il est remarquable de voir les résultats de la recherche récente dans des grandes villes. Commençons par Gand. Gand était une ville du royaume de France, une très grande cité dès le XIIe siècle. Son centre s'avère occupé par de très nombreuses maisons en pierre de Tournai. C'est ce que vous voyez avec les étoiles dans toute la partie centrale de la ville, les ronds indiquant des maisons en briques. Donc des maisons en pierre alors qu'il n'y a absolument aucune carrière dans la région. Les pierres de Tournai étaient importées grâce au batelage sur l'Escaut. Notons en passant qu'il n'y a pas de déterminisme du matériau quand les commanditaires sont opulents. Plus de 100 édifices des XIIe et XIIIe siècles sont conservés, dont 85 en pierre. Et d'après la dernière étude de Marie-Christine Lallemand et Christophe Ravchaud, il n'y avait plus place vers 1300 dans les îlots du centre pour des édifices majeurs en bois. Les grandes maisons romanes, appelées stines, d'abord bâties au milieu des parcelles et non pas sur la rue, furent plus tard reconstruites ou complétées dans le courant du XIIIe siècle pour former des fronts de rue. Alors c'est dire combien, dans beaucoup de villes, les cœurs d'îlots peuvent encore nous réserver des surprises, même dans les villes ayant connu des grands travaux d'urbanisme au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Montpellier, vers 1300, était également une des très grandes villes du royaume. Bernard Sourniat et Jean-Louis Vessette y ont dénombré 170 édifices conservant des éléments des XIIe siècle et surtout XIIIe et XIVe siècle. Depuis leur publication, plusieurs nouvelles maisons ont été identifiées. Nous sommes maintenant à plus de 200 maisons antérieures au XVe siècle. En fait, on peut dire que l'essentiel du gros œuvre du tissu bâti de la vieille ville est antérieur à la guerre de Cent Ans, alors qu'il est souvent actuellement perçu de l'extérieur dans l'apparat de la reconstruction classique des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais en fait, chaque immeuble classique conserve les vestiges, plus ou moins importants, d'une ou plusieurs maisons médiévales et fréquemment les décors peints muraux ou les plafonds peints. Je vous en montrerai. Je terminerai par Rougemont. Je vous ai déjà montré une de ces petites maisons, petit bourg de l'Auxois en Côte d'Or, très riche en maisons des XIIIe et XIVe siècles, alors qu'il ne compte plus que 100 habitants actuellement. J'y ai repéré, vous les voyez en rouge ou en stries rouges, 26 édifices de ces périodes. Et outre plusieurs maisons en excellent état de conservation, il subsiste de nombreuses maisons partiellement ruinées qui attendent relevés et fouilles qui seraient instructives
en particulier sur le réseau de collecte des eaux de pluie. Alors, je ne veux pas multiplier à l'infini de tels exemples. Je vous propose maintenant d'illustrer certains acquis de la recherche par la présentation de séries de maisons dans plusieurs villes. J'ai d'abord choisi l'architecture domestique de Provins, puisque nous sommes à Paris et que c'est un lieu d'excursion privilégié. La grande originalité de cette ville, qui fut une ville de foire et donc une des capitales économiques de la France du Nord au XIIe et XIIIe siècle, est non seulement d'avoir conservé un très grand nombre de demeures, mais de compter parmi elles des édifices qui répondent à une grande gamme de programmes. Nous retrouvons, puisque c'était une ville de foire, la dite Grand Jodime, déjà présentée, seule maison de marchands identifiée, alors que les sources parlent de plus de 60 maisons de marchands, de Tournai, de Saint-Flour, de partout. Identifiée parmi toutes celles qui apparaissent dans la documentation, celle-ci appartenait aux chanoines de Saint-Quirias. Je ne la décris pas plus avant pour parler d'autres types. Comme c'était une ville de passage, il y avait aussi de nombreuses auberges, celles-ci auberges de la Croix d'Or, de façon ininterrompue depuis des siècles. Après analyse, on admet d'ailleurs qu'elle n'a aucun des attributs des maisons polyvalentes. Vous voyez que son rez-de-chaussée n'a ni arcade, ni baie de commerce. Elle n'a aucun espace de stockage voûté, à la différence des maisons marchandes dont je vais vous parler. Ce pouvait donc être un bâtiment effectivement réservé à l'accueil. Et il faudrait compter au nombre de ces autres bâtiments les nombreuses maisons de bains citées dans les sources, mais dont malheureusement aucune n'a été identifiée sur la base des traits morphologiques attendus. Cependant, la plupart des maisons polyvalentes sont des maisons provinoises, sont des maisons polyvalentes, logis et lieux de travail à la fois. Alors, la morphologie du sol urbain a conduit à adopter deux types. La ville basse. Ici, nous sommes dans la ville basse, le sol est marécageux, on ne peut utiliser le sous-sol. Or, tous les Provinois veulent disposer d'un espace voûté, vraisemblablement pour mettre à l'abri les précieux objets du négoce. En conséquence, faute de cave, ce sont ici les rez-de-chaussée qui sont voûtés. Vous voyez la magnificence de ces maisons, ici l'hôtel de Vauluisan, avec son immense cheminée du XIIIe siècle, ses grandes fenêtres à remplage. Vous voyez que la grande arcade est de plein pied avec la rue, et voici la structure intérieure. Vous voyez que le rez-de-chaussée est voûté, mais comme nous sommes en terrain marécageux, il n'y a pas de cave. En revanche, dans la ville haute, les maisons sont systématiquement construites sur des pièces voûtées enterrées, communément appelées caves, comme celle-ci, souvent voûtée d'arêtes ou sur croisées d'ogives, avec colonne centrale, une colonne pour les plus simples. D'autres sont très vastes et bénéficient d'une construction soignée, comme celle-ci rue Saint-Thibault, à deux nefs, séparées par deux colonnes, à beaux crochets à chapiteaux. Avec Jean Mesquy, nous en avions cartographié à peu près une centaine. Les recherches actuelles les ont portées à plus de 120. Comme il est fréquent dans toute la France, ces espaces sont malheureusement souvent très maltraités. Soit ils sont abandonnés et comblés ou transformés en fosses septiques, soit on les réaménage sans ménagement en les vidant sans surveillance archéologique. C'est pourtant fort dommage, et on trouve des séries comparables à Vézelay, Chartres, Senlis, Amiens, Laon, Lille, Clermont-Ferrand, Riom et d'innombrables villes de toute province. À partir de cette structure avec cave, les différenciations sont nombreuses. Tout d'abord, notons que ce type d'édifice existe dès le XIIe siècle, comme l'indique cette maison. Le grand portail, ici, ouvre sur un escalier droit qui descend vers la cave et permet un contact facile avec la rue. Le plus souvent, la voûte de la cave faisant légèrement saillie au-dessus du niveau du sol, le rez-de-chaussée est surélevé de quelques marches. Vous voyez l'entrée de la cave dans cette maison dit des petits plaies. Et le logis tient une place intermédiaire entre rez-de-chaussée et étage. Cette maison est assez large, nous en avons d'un standard beaucoup plus étroit. Vous voyez ici une maison d'un standard moyen, fixée dès le XIIIe siècle, avec une maison sobre, une façade sobre, agencée très fonctionnellement, fenêtres géminées de petite taille, et la répartition spatiale du portail qui mène à la cave et de la porte est cependant identique. Nous avons vu un exemple moyen, un exemple standard de petite taille, un autre exemple donné par la maison 18 rue Saint-Thibault, version à plusieurs étages,
ce qui est fréquent, comme je l'ai dit, sur les axes commerciaux, les axes les plus forts. Vous notez toujours ce rez-de-chaussée surélevé, qui comprend également C2B, et l'accès à la cave éclairé par ce soupirail. Si la plupart des maisons ont pignon sur rue, les demeures les plus opulentes, telles celles de Régnier-Accord, florentin, receveur des comtes de Champagne, placent un mur gouttereau sur la voie publique. Il s'offre donc une parcelle double, si vous voulez, le double largeur, ce qui le permet de déployer en largeur sur 2 étages leur maison. Le dernier étage consistait en une grande salle sous charpente apparente, ici, éclairée par cette série de fenêtres géminées. Nous reparlerons de cet hôtel remarquable à propos des façades peintes. Outre les maisons polyvalentes, d'autres programmes existaient dans cette ville qui répondaient aux besoins d'autres couches sociales. Ainsi en est-il des maisons de clercs, déjà évoquées. Si les grands hôtels à plusieurs ailes, comprenant même une chapelle, composant les refuges des abbayes, chaque abbaye avait généralement un hôtel en ville, si ces grands hôtels ont disparu ou n'existent plus qu'à l'état de vestige, Provins conserve en revanche de remarquables exemples de maisons canoniales. Les plus complètes sont celles du cloître canonial, cloître au sens de ensemble de maisons de chanoines et non pas préau à galerie, celle du cloître de l'église Saint-Kyrias. Vous voyez ici la petite maison à l'angle de la place Saint-Kyrias et de la rue Itier, façade sobre, mais qui ne doit pas tromper sur l'opulence du logis, qui occupait 4 pièces, 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage. Et j'ai bien dit 2 au rez-de-chaussée, par exception, nous sommes dans une maison qui n'a aucune fonction commerciale, dont le rez-de-chaussée est équipé de cheminées. Elle est tout entière destinée à abriter la résidence d'un chanoine et de ce qu'on appelait ses commensaux, ceux qui vivaient sur les mêmes revenus que lui. Chaque pièce est chauffée par une cheminée et décorée d'un décor peint différent. Je vous ai montré tout à l'heure, au début, un décor peint mural sur un pignon. Il est au revers de ce pignon de médiocre apparence. La maison canoniale voisine est plus vaste, se compose de 2 corps de logis agencés en L. Vous voyez ici la façade vers la cour, la place. Elle est également remarquablement peu percée, ce qui manifeste bien l'absence de besoins découlant d'activités économiques. Elle n'a pas plus de caves. Tout au contraire, elle a le souci de limiter les contacts avec l'extérieur pour protéger l'intimité du logis. Nous devons néanmoins noter que sur la cour, latéralement, elle ouvrait des fenêtres au rez-de-chaussée sur la cour, c'est-à-dire qu'on habitait dans ces maisons au rez-de-chaussée, mais pour garder sa privauté, il n'y avait pas de grande baie vers la rue. Dernier programme représenté, celui de la maison aristocratique. L'hôtel de la Buffette est une maison-tour du milieu du XIIe siècle, dont voilà la restitution en volume, car elle est maintenant tronquée d'un étage, elle n'a plus que 2 niveaux. Elle est complètement dépourvue d'organes commerciaux. Sa façade principale montrait des fenêtres géminées, bien mutilées maintenant, encadrant un coffre de cheminée en encorbellement, comme je vous en avais déjà montré un à Clermont-Ferrand. Elle conserve 2 pièces voûtées superposées, remarquablement aménagées. Celle de l'étage comporte, comme vous le voyez ici, une cheminée, encadrée par les 2 fenêtres géminées, un dispositif d'évier avec sa goulotte, puis dans une sorte de grande gaine technique, non seulement l'entrée, non seulement l'escalier en vis qui mène à l'étage, mais une garde-robe et une latrine parfaitement conservée avec son aération et son siège en pierre. Vous voyez donc déjà un standard de confort très remarquable dès le milieu du XIIe siècle. Première série de maisons, donc maisons de Provins, vous en voyez la variété et le nombre. Je voudrais maintenant vous présenter quelques maisons du Midi. Cette deuxième série sera plus courte, mais non moins importante par les autres types qui la composent. Le Midi a en effet la chance de conserver, à côté de très nombreuses petites maisons polyvalentes, en général des maisons blocs allongées, sans cour, de très nombreuses maisons en forme d'hôtel. En forme d'hôtel, c'est-à-dire à plusieurs ailes entourant une cour. La demeure, sise rue de l'ancien hôtel de ville à Orange, que vous voyez ici en plan, est un intéressant hôtel du XIIIe siècle, dont la partie la plus orientale, ici, est malheureusement ruinée. On y accédait depuis la rue, dans un espace A, puis qui communiquait avec une sorte de loge ouverte sur la cour, par cette arcade, communiquait par CA, tandis qu'une autre pièce voûtée faisait suite au rez-de-chaussée. Depuis la cour, on accédait à l'étage par l'escalier que l'on découvrait donc en arrivant. Nous reviendrons sur cet aspect.
La restitution, faite par mon ami Frey, est une résidence à 3 corps de logis, avec bâtiment central élevé, voilà le bâtiment dont nous venons de parler, l'escalier qui menait à un bâtiment en forme de tour, et le dernier corps de logis ruiné dont il ne reste que les arrachements. Donc vous voyez qu'il y avait de nombreux espaces voûtés, ce qui n'est pas fréquent dans l'architecture civile, en dehors des caves dont je vous ai parlé, et hors de villes particulières telles Montpellier, c'est généralement une marque de maison de qualité. La maison rue de la Dorade à Cahors illustre le même parti que l'on va retrouver dans plusieurs grandes demeures de la ville. Sa façade avoue une construction en 2 temps. D'abord le corps de logis droit, puis la tour gauche qui est venue prendre le mur de sa voisine et vous voyez qu'ici, elle le surélève, en venant s'appuyer donc contre la première maison. L'écorché rend bien lisible l'organisation de la distribution et des circulations. Alors je le commente un peu, nous sommes ici, nous avons pénétré dans la maison par ici, nous sommes dans la cour et nous regardons depuis l'arrière vers l'intérieur de la maison qui vous est présentée en coupe. Entre les 2 corps de logis, un passage couvert mène à la cour. Et c'est dans celle-ci que s'organisent les principales circulations. 1 degré à 2 volets, avec repos médian permettant d'accéder dans une première pièce, puis 2e volet qui arrive à la grande salle, dite aula. Le grand escalier extérieur dessert toujours la grande salle. Vous notez également un dispositif d'entresol, ici, au rez-de-chaussée à gauche. Donc le rez-de-chaussée, qui faisait toute cette hauteur, a été divisé en 2 parties pour gagner en espace de stockage. La galerie au premier étage, ici, qui en fait vient vers moi pour desservir le corps de logis en fond de cour et qui comporte ici dans plusieurs portes dans l'épaisseur du mur avec des latrines. Enfin, l'accès au 2e étage de la tour se faisait par un escalier en bois, une échelle en bois, pour aller dans la chambre du dernier niveau. Vous voyez que ces maisons sont déjà beaucoup plus complexes, s'organisant autour d'une cour avec différents systèmes de circulation. La maison de la rue de l'Astier, toujours à Cahors, est encore plus grande et encore plus complexe. Ici la rue, ici une cour, ici une 2e cour. Ces 3 corps de logis, donc 1, 2 et 3, s'articulent avec 2 cours intérieures. Une telle maîtrise de l'espace au cœur d'une ville témoigne d'une grande opulence pour bénéficier d'une pareille parcelle. Là aussi, c'est un passage couvert qui va permettre de pénétrer dans la cour, vaste cour, d'où part le grand degré. Alors vous êtes dans la cour, nous y avons pénétré en arrivant par ici, et vous voyez un grand degré à 2 volets qui dessert non pas le premier étage, mais tout de suite le niveau de la grande salle. Ce niveau de la grande salle se distingue, comme toujours, par l'ampleur des grandes baies qui la jouent. Notons à l'arrière du corps principal qu'il y avait ici, dans la tour, il y avait ici aménagé des pièces résidentielles qui prenaient le jour sur la 2e cour. Ce qui est tout à fait exceptionnel, puisque, comme je vous l'ai dit, le logis se cantonne généralement aux étages, sauf dans les maisons canoniales. Ce parti, vous le voyez, annonce le grand hôtel. Mais la pièce qui était sur la rue, qui était ici, était bien destinée à être une boutique, était ouverte par 2 très larges arcades avec murs bahus. Un 3e exemple comparable nous sera donné par l'hôtel des Carcassonnes à Montpellier, que vous voyez de l'extérieur, avec une petite rue étroite s'élargissant juste en ce que l'on appelle dans le Midi des plans qui permettent d'apercevoir la façade. Et on note que l'on a disposé la tour en angle, qui est une des caractéristiques de ces maisons patriciennes, et les grandes baies qui annoncent là ou là, de l'endroit d'où on peut le mieux les voir, c'est-à-dire sur ces petits plans. Cet édifice comporte 3 grands corps de logis articulés en U, 2 sur la rue, un ici et un là, et le 3e sur la cour. Le système de circulation, restitué par Bernard Sourniat et Jean-Louis Vessette, répond à ce qu'ils appellent une véritable liturgie des accès qui ménage les effets par dévoilement successif des espaces et des organes. Alors, un passage voûté depuis la rue mène sous une loge à 2 travées voûtées d'ogive. Il y a ici 2 grands arcs, mais comme c'est en écorché, on ne les voit pas. Et c'est en se retournant que l'on voit ce grand degré qui est vraiment, cet escalier extérieur, est vraiment un des points d'orgue de la façade.
Celui-ci conduit, comme je l'ai dit, à l'Aula 6 au premier étage. La galerie en encorbellement ici est intéressante. Elle rejoint le corps qui est ici et le corps vu en écorché là. Et surtout, nous savons que c'est là qu'était aménagée la cuisine. La grande salle, je l'ai dit, désignée par les grandes fenêtres, était également la partie la plus parée, dont les murs étaient couverts de peintures murales et également couvertes de plafonds sculptés. J'ai choisi cet exemple, qui est un des plus beaux de Montpellier. Il reste plusieurs exemples de tels plafonds peints et sculptés, celui-ci des toutes dernières années du XIIIe siècle. Passons maintenant à Cordes et voyons plusieurs cours des grandes maisons de Cordes qui offrent des dispositions bien différentes. Des escaliers droits, non visibles sur la photo, desservent successivement 2 étages de galeries superposées qui servent de couloirs extérieurs. Et vous notez que de nombreuses portes ouvrent sur ces galeries. De fait, les galeries sont appliquées contre chaque corps de logis et servent à la fois d'organes des circulations horizontales entre les différents corps, au même niveau, mais c'est également elles qui accueillent les circulations verticales, car les escaliers en bois, c'était sur la limite gauche, sont organisés entre les galeries. Ces systèmes de circulation répondent apparemment à un programme moins unitaire que les hôtels de Cahors et d'Orange que je vous ai présentés, ce qui exprime d'ailleurs leur façade. Voilà la façade de la maison à cour. Vous voyez que les 2 étages y sont strictement structurés de la même façon, sans hiérarchie entre eux, sans même de différence entre les 2 moitiés de chaque niveau, qui sont exactement identiques, ce qui donne irrésistiblement l'impression de correspondre à plusieurs unités habitatives. Et la multiplicité des portes donnant sur les galeries confirme cette impression d'habitat collectif à plusieurs, dirais-je, appartements, si je ne craignais l'anachronisme. Cette deuxième partie entendait donc montrer 2 choses, que les maisons médiévales sont encore très nombreuses à être conservées, et puis que leurs programmes et les types qui les incarnent, parfois dans la même ville, sont très variés. Je vais vous proposer maintenant, dans une partie beaucoup plus analytique, d'envisager toute une série de problèmes particuliers. Nous verrons successivement 4 rubriques, tout ce qui peut toucher autour de évolution, progrès et équipement. Ensuite, les systèmes à l'intérieur des maisons et les structures portantes. Après, nous verrons les problèmes de chronologie, reprise de maisons et restauration, et nous terminerons, si j'ai encore le temps, par quelques formes atypiques. Voyons d'abord le débat sur évolution et progrès, illustré par les standards d'équipement des demeures. Alors, le mythe progressiste frappe encore beaucoup d'esprits, qui imaginent toujours une évolution régulière vers un mieux. En conséquence, les maisons les plus anciennes doivent être rustiques, et le confort est une idée neuve. Plus grave que ce préjugé, on ne cherche de ce fait pas à reconnaître tous les indices des nombreux équipements du second œuvre et du décor, et on les massacre généralement sans aucune mauvaise conscience. Alors je crois qu'il y a là beaucoup d'idées fausses et néfastes. J'en donnerai 4 exemples qui concernent les latrines, on va parler de celles-ci, les cheminées, les garnitures des fenêtres et les meubles. Alors les latrines, l'équipement sanitaire. Sur ce registre, la description est franchement misérabiliste. Pourtant, elle fait fi de la réalité. J'ai repéré des latrines dans des maisons romanes. Je vous en ai montré une dans la tour de la Buffette, dès le milieu du XIIe siècle, à Provins. J'en ai trouvé d'autres romanes dans de belles maisons à Burlard, Mont-de-Marsan dans le Midi. À Saint-Antonin, nous y sommes. Près d'une douzaine de maisons des XIIIe et début du XIIIe siècle en sont encore équipées en très bon état, ce qui laisse penser de ce qu'il en était à l'origine. Leurs logettes et le conduit sont installés à l'intérieur des murs. Alors, ils se devinent depuis l'extérieur par les grandes dalles que vous voyez ici posées de champs, j'y reviendrai. Quand on voit dans un appareil un peu médiocre comme celui-ci des dalles posées de champs, cela veut dire que derrière, le mur est évidé et que vous avez une loge. Et vous avez une petite fente d'éclairage qui indique que dans cette loge que l'on souhaitait éclairer, il y a probablement vu la hauteur une latrine. De fait, elle est conservée avec son siège. Donc souvent, elle se devine depuis l'extérieur. Ailleurs, il existe de fortes présomptions de latrines, soit là où des portes étroites donnent dans le vide, aux étages, soit là où subsistent des indices de loges ou de conduits, notamment quand les constructions en matériaux mixtes, où beaucoup d'édifices sont mutilés. Ici, à Saint-Cirque-la-Popie,
voyez que c'était une maison où sur ces encorbellements, il y avait un pan de bois. Le pan de bois ici a disparu, mais vous voyez ici une petite fenêtre qui n'a plus aucune raison d'être. Ceci m'a emmené à demander à faire des sondages dans le pilier, où le conduit de la latrine est encore parfaitement présent. La latrine était donc organisée dans le pan de bois en encorbellement, ce qui était fort judicieux, juste le conduit était placé dans l'axe. Enfin, de nombreuses fouilles ont révélé combien les fosses de latrines étaient également nombreuses dans les cours arrière, à tel point que l'on a pu dire que quasiment toutes les maisons étaient pourvues de latrines, que cela faisait partie du minimum de la maison médiévale avec la fenêtre et le chauffage. Le chauffage, justement. Deuxième point, le chauffage et la cheminée. À partir de la seule analyse des sources écrites, certains déclarent que la cheminée ne devient d'un usage courant qu'au XVe siècle. Alors, se fonder ainsi sur des arguments a silentio est, je crois, très hasardeux. En effet, on peut citer de très nombreuses maisons romanes équipées de cheminées. En Bourgogne, tant à Vézelay, Saint-Brie-le-Vineux, Anzy-le-Duc, Mâcon et Cluny, bien sûr, où nous avons repéré plus d'une douzaine de cheminées romanes du XIIe et début XIIIe siècle, dont 2 dans cette maison que vous voyez en écorché, 6 rue d'Avril. Donc une cheminée en encorbellement bordée par 2 claire-voies dans la grande salle de l'étage qui donne sur la rue, et une énorme cheminée dans une des 2 pièces arrière. Donc cette maison romane avait déjà 2 cheminées. Dans le sud-ouest, elles sont tout aussi nombreuses. À Coulougnex, aux portes de Périgueux, vous voyez celle-ci qui se signale par une très curieuse souche, vous voyez la maison en coupe, au-dessus d'une haute conique cantonnée de colonnettes à chapiteaux. On trouve des cheminées de ce type à Agen, La Réole, Périgueux, Bourges, Clermont-Ferrand, Le Puy, etc. Alors, sans poursuivre cette énumération, je crois qu'il faut préconiser dans les maisons une recherche systématique des cheminées, car quand les hautes sont détruites, les cheminées restent décelables, soit par les vestiges des contre-chœurs, donc ce qui était aménagé pour résister au feu, avec des tuyaux ou une pierre foyère, souvent en place, soit par les restes des hottes et des conduits, notamment dans les greniers où subsistent les arrachements. On peut également trouver des éléments en remploi, souvent de petite taille, provenant des manteaux. Alors, nous avons pu identifier ces 2-là en remploi dans une maison de Cluny et qui provenaient d'un ensemble aussi beau que celui-ci. Ça, c'est une pierre de plan semi-circulaire de 1,20 m de diamètre qui portait le manteau en pierre légère dans une des maisons romanes de Cluny et qui est au musée. C'est grâce à elle que nous avons pu identifier ces petits fragments et reconstituer une autre cheminée romane. Donc soit les manteaux, soit les souches. Les souches, ces conduits que vous voyez s'élever gracieux au-dessus des toits, et il faut être capable d'identifier en remploi les petites pièces anguleuses ou courbes qui composaient ces tuyaux, les tuyaux de ces fines architectures. Là, celle-ci est à Carlux, en Bourgogne. Ces souches sont très fréquentes dans de nombreuses de provinces méridionales, bien que les mitres à lanternon soient effectivement beaucoup plus rares dans le nord. Après le chauffage, l'équipement des fenêtres et la question du vitrage. L'opinion courante actuelle est que le verre ne se répand vraiment dans l'habitation, là encore une fois, que dans le courant du XVe siècle. Or, les archéologues du XIXe siècle, qui ont pu observer bien des maisons mieux conservées que nous ne le pouvons, étaient d'un avis différent. Leur dessin de restitution, tel cette claire-voie d'une maison que j'ai étudiée à Cluny, petite rue Lamartine, comprend des châssis vitrés dans les dormants, châssis vitrés ici dans les parties dormantes sous les arcs, ce qui est tout à fait convaincant. Ce qui l'est moins, ce sont ces grands panneaux vitrés où là, manifestement, il a dû extrapoler, car généralement les battants étaient en bois avec des tout petits panneaux de verre. De fait, il est vraiment curieux de refuser a priori l'existence du verre à vitre dans de nombreux sites tels que Cluny, où existe une immense abbatiale dont les immenses fenêtres sont pourvues de panneaux vitrés, dont un seul panneau pourvoirait à plusieurs maisons. Ils attestent donc la présence sur place d'ateliers et de capacités techniques également disponibles pour l'habitat. Et dans le même site, on voit que les bourgeois exigent pour leur maison les parures coûteuses que sont les claire-voies. Vous voyez les sculptures, nous avons trouvé à peu près une centaine de maisons de ce type, morceaux sculptés, luxueux, qui prouvent que les bourgeois du XIIe siècle disposaient de moyens financiers. Certes, pour affirmer que le vitrage n'était pas exceptionnel, il faut des preuves archéologiques. Alors notons 3 points.
D'abord, la structure des baies des claire-voies, avec feuillure et gonds, sont souvent compatibles avec la présence de dormants. Je m'explique, les gonds sont faits de telle façon qu'ils ne permettent d'avoir qu'un volet qui ferme la partie rectangulaire et non pas la partie des dormants. Ensuite, on a pu trouver, notamment Viollet-le-Duc, plusieurs volets en bois avec panneaux de verre. Celui-ci a été retrouvé par lui, il en a retrouvé à Carcassonne, et celui-ci a été retrouvé par lui dans la tour de la commanderie de Saint-Jean-de-Latran à Paris, sauvagement détruite dans les années 1850, et qu'il date du milieu du XIIe siècle, dans une fenêtre romane, effectivement obturée au XVe siècle. Notons enfin, autre argument, le développement précoce des oculi au-dessus des baies, dès la fin de l'époque romane, comme ici à Ribeauvillé, dans le château Saint-Ulrich, en Allemagne. Ce processus de développement des oculi pose une forte présomption en la présence de vitrail. Cette présomption est confirmée puisque nous avons pu retrouver des vitraux intacts, comme ici dans la maison Prunet, à Cordes, datable des dernières années du XIIIe siècle, de 1300. Vous le voyez serti dans l'équation centrale, trilobée d'une fenêtre géminée, qui mêle couleurs vives et emploi de la grisaille. Celui-ci est complètement intact, d'autres sont plus abîmés, et lors du débouchage des fenêtres à remplage, il n'est pas rare de trouver des pièces de vitraux en place, notamment dans les écoinçons. Des découvertes ont été faites ces dernières années, par exemple à Bergerac, à Cahors, ou comme ici, à Figeac, exemple très coloré d'une maison de la place Champollion. Quand, pour une raison ou pour une autre, par exemple à cause de la forme des fenêtres, qui ne comportent pas d'oculus ni de remplage, on ne pouvait aisément disposer un vitrail, ou il fallait en disposer un de grande surface qu'on ne pouvait faire, on ne sait plus à les représenter en trompe-l'œil. Vous voyez ici à Cordes, sur le tympan d'une fenêtre géminée, donc il y a deux arcs en dessous, un faux vitrail qui a été peint, ce qui montre le goût qu'avaient les hommes de ce temps, non seulement pour le trompe-l'œil et la peinture murale, mais aussi pour les vitraux. Un dernier indice de la présence de panneaux vitrés est donné par la conservation de barres lotières, c'est-à-dire de barres scellées dans les joints entre les chapiteaux et les linteaux et qui permettaient d'assujettir les panneaux de vitraux. On en trouve plusieurs exemples dans le sud-ouest, notamment à Cahors, mais ces indices sont fragiles et j'en ai vu détruire récemment à Pontpoint, dans un manoir de l'Orne. Alors au total, le verre ne devait pas être rare, ce que confirment des sources qui attestent que son prix n'était pas spécialement élevé. J'ai pu trouver des sources anglaises disant que vers le milieu du XIIIe siècle, le pied carré de verre blanc coûtait le travail de 2 journées de manœuvre. Quand on pouvait s'offrir des grandes claire-voies et des remplages, ce n'était pas une barrière. Et effectivement, dès la fin du XIVe siècle et le XVe siècle, ces vitraux se multiplieront et vous connaissez ces formes à rondelles que l'on trouve dans de nombreux tableaux de l'époque de l'école flamande. On en trouve également venant d'oculi de la même période, tout début du XVe siècle. Celui-ci vient du musée de Bourges. Alors, je crois qu'il faut aborder cette question sans parti pris et en exigeant beaucoup de précautions sur les chantiers. Quatrième point dans cette même gamme, après la fenêtre, après le chauffage, après la latrine, l'ameublement fixe. Ce quatrième exemple de seconde œuvre sera fourni par les sièges et les armoires murales, c'est-à-dire donc par un ameublement fixe. Et là aussi, on se dit souvent que le mobilier médiéval est bien rare. Mais je crois qu'il ne faut pas méconnaître un fait capital, c'est qu'une bonne partie des meubles des maisons médiévales étaient fixes, aménagés dans les murs. C'était le cas des étagères, éviers, niches à lumière, latrines, mais aussi de certains sièges. Ici, vous voyez à Martel les magnifiques maisons du palais dit de la Raymondie, et donc sous les allèges que nous voyons ici en plan ou ici en coupe, dans les embrasures, ce qui est quasiment systématique à partir du XIIIe siècle, vous voyez des petits sièges. Ils sont souvent brisés malheureusement au ras des ébrasements lors des transformations des fenêtres à l'époque classique où on a cassé ceux-ci. Mais on les identifie sans peine en recherchant la face bûchée de la mince assise insérée en boutisse à mi-hauteur de l'allège. Tout aussi souvent murés sont les nombreux placards et armoires
ménagés dans les murs et dont on peut parfois reconnaître l'existence de l'extérieur. Alors je vous ai donné la clé tout à l'heure, je pense que vous devinez où sont ces armoires et ces éviers, puisque, encore une fois, dans une maçonnerie assez moyenne, vous avez de grandes dalles posées de champ qui correspondent à tous les équipements installés dans les murs, ici au palais de l'évêque de Cahors à Cajar, les Brardis. Ce sont donc des indices extrêmement sûrs de la présence des équipements dans les murs. Il y a certains hôtels, l'un qui est visible à Sarlat, qui est l'hôtel Plamont, qui ont à peu près une dizaine de ces équipements par étage. C'est vous dire qu'effectivement, ce mobilier en pierre était abondant. J'aborderai un deuxième point maintenant, système et structure. Il s'agit là de domaines délicats car les systèmes de circulation liés à la distribution sont difficiles à restituer, les distributions ayant souvent été bouleversées. Ou délicats parce que les points sont controversés, beaucoup d'archéologues s'attachant encore trop à opposer le bâti en maçonnerie et les pans de bois. Alors voyons d'abord la question des accès. Je vous ai parlé des portes en rez-de-chaussée, mais il se trouve qu'ils ne sont, ces accès, pas toujours uniques ni en rez-de-chaussée. Beaucoup d'étages, comme ici à Périgueux, montrent des portes donnant dans le vide. Alors certes, elle est murée, mais vous voyez ici une grande porte, à côté d'ailleurs des restes d'une fenêtre romane. Voilà l'appui de la fenêtre et on voit que la porte continue au-delà de l'appui. Ces portes suggèrent la présence de galeries ou de balcons sur la rue, mais il y faudrait des corbeaux ou des trous d'empochement pour les poutres qui soutiendraient les édifices en charpenterie, ce qu'on a pu détecter dans beaucoup de portes. Il faut donc y voir, plus simplement, les orifices destinés au chargement des pondéreux depuis la rue. Système de circulation après l'accès, les escaliers. Alors les escaliers, très souvent en bois, mais aussi en pierre, ils n'étaient pas toujours une volée simple, dans une cage autonome. Ainsi, une maison de Puylaroc renferme 3 escaliers dans le même mur pignon, un dans l'épaisseur du mur vers la cave, 2 superposés vers les étages, partiellement en saillie. Là, vous le voyez, il est muré, celui-ci, mais vous voyez il a été obturé. Mais vous voyez ici le mur pignon, et puis toutes les marches qui sont en saillie sur lui. Mais il est partiellement en saillie et partiellement sous un arc qui évide le mur. L'escalier que je vous ai montré est donc ici. Là, vous voyez l'arc qui évide le mur, et donc l'escalier prend place ici. Et vous voyez le départ du 2e escalier et de l'arc qui le couvrait au-dessus, qui menait à un 2e étage, hélas mutilé. Cet exemple, néanmoins relativement bien conservé, est à garder en mémoire pour interpréter les dispositifs fragmentaires, dont ne subsistent souvent que de mystérieux arcs rampants, comme celui-là, murés dans des murs pignons mitoyens. 3e exemple d'accès complexe à bien observer pour les comprendre. Une maison de Villefranche-du-Périgord a longtemps intrigué. En effet, vous observez dans les écoinçons des piliers corniers, une porte murée, une autre porte murée. Ce n'est pas tout à fait l'endroit rêvé pour percer des portes en affaiblissant les arcs et les voûtes qui étaient derrière. L'étude de l'intérieur a permis de conclure à une volonté de créer un accès autonome pour la seule pièce aménagée au-dessus du couvert, ici, puisque là nous avons donc ce qu'on appelle des cornières ou des couverts dans le sud-ouest, Avansolier dans le nord, et il y avait une pièce qu'on pouvait louer, indépendante, au-dessus du couvert, le reste de la maison étant desservi par l'arrière. Un détail minime a donc conduit à une réflexion fructueuse sur la distribution de l'étage et la multiplicité des usages d'une maison dont le programme paraissait simple et unitaire. Au moins aussi compliqué, en effet, est la compréhension et la restitution de la distribution des intérieurs. Alors, les clés en sont bien sûr données par les systèmes de circulation, j'ai à peine parlé des escaliers, mais aussi par l'étude des structures qui divisent l'espace, ce qu'on appelle les refends. Or, le problème vient souvent de l'absence de refends dans beaucoup de grands volumes qui paraissent maintenant unitaires. Or, le plus souvent, ces refends existaient, mais étaient construits en matériaux non pérennes. Nous voyons ici l'étage de la livrée du cardinal de Ceccano en Avignon et l'emplacement de la cloison en plâtre, localement appelée méjean, est indiqué par cette traînée blanche entre les 2 décors peints. L'indice est ténu,
et il faut le chercher pour le trouver, car il n'est pas toujours aussi manifeste. Cependant, on peut raisonner depuis l'extérieur. Extérieurement, les façades présentent souvent, comme ici à Cordes, je vous l'ai déjà dit, des ordonnances régulières avec des groupes de fenêtres séparés par des pans de murs aveugles, et ces parties fournissent des indices sur la distribution. Quand vous voyez des groupes de fenêtres ainsi séparés par des pans de murs, vous pouvez présager de l'existence soit de refends, soit de cloisons. Effectivement, les étages de la maison Gaugiran étaient divisés par des cloisons, également disparues, et dont l'emplacement est ici aussi livré par le changement de schéma décoratif. Ce principe est fréquent et m'a guidé dans la restitution de cloisons, par exemple dans les maisons canoniales de Provins et celles que je vous ai présentées en particulier. Alors, ceci dit, le problème n'est pas toujours aussi simple. Ainsi, à Saint-Antonin, en Tarn-et-Garonne, la maison appelée maison Muratée conserve une cloison en pan de bois, celle-ci datant du milieu du XIIIe siècle. Alors, défiant tous nos critères contemporains d'aménagement de l'espace, celui qui l'a bâtie l'a placée complètement en biais, créant des recoins peu commodes. Elle a failli disparaître, l'irritation du propriétaire devant une distribution si aberrante l'ayant condamnée. Or, au premier coup de pic, une peinture murale apparut avec une frise de chevalier au-dessus d'une tenture à motif de griffon. Devant un tel exemple, comment ne pas recommander la plus grande circonscription devant les décisions hâtives de suppression des cloisons sans sondage préalable, et comment ne pas recommander l'humilité dans la restitution des distributions internes qui répondaient donc à des critères multiples. Toujours dans des questions de structure, voyons maintenant la question des matériaux de construction, en gros la pierre et le bois, et notamment les constructions à matériaux mixtes. Alors, loin des querelles entre les tenants d'un habitat urbain majoritairement en bois, ce qui est manifestement faux du XIIe au XIVe siècle, ou d'un bâtiment majoritairement en pierre et en briques, ce qui là, pour le coup, est excessif, nous devons constater que dans toutes les régions, beaucoup de maisons associent les deux matériaux dans leur enveloppe extérieure. Le plus souvent, une cage majoritairement en pierre comporte des façades en pan de bois et le plus souvent au deuxième et troisième étage, insérées entre les têtes des murs, ici tête d'un mur mitoyen, et portées par des corbeaux de pierre et des piliers d'angle. En voici le schéma défini par Gilles Séraphin et Alexandre Mélicinos, d'après l'exemple de maison de Figeac. Alors nous allons voir que malheureusement, cette maison ne se trouve pas dans cet état-là. Dans la majorité des cas observés, les pans de bois ont disparu. Le principe de la structure mixte originelle ne s'impose donc pas d'emblée à la lecture des façades, où une maçonnerie, parfois bien appareillée, est venue combler les espaces au-dessus de la partie effectivement romane d'origine. Mais ici, nous avons une maçonnerie. Les ruptures dans les assises doivent cependant attirer l'attention, ainsi que la présence de piliers d'angle et de corbeaux. Voici ce que nous voyons si nous observons l'angle. Vous voyez le pilier d'angle, lui, contemporain de la claire-voie romane, les coups de sabre qui marquent la jonction avec les maçonneries postérieures, et ces corbeaux, dont le corbeau d'angle qui portait la poutre en angle, qui permettait de faire se réunir les pans de bois des deux façades. Le pan de bois peut être encore beaucoup plus présent. J'ai choisi cet exemple de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne, où curieusement, le pan de bois, ici enduit, donc vous le voyez en gris, occupe la façade principale sur la rue de cette maison du XIVe siècle. Vous voyez, le pan de bois, vous ne le devinez qu'à peine, mais vous voyez qu'il est en encorbellement sur des corbeaux, et nous sommes sur la grande rue. Alors que la façade latérale, regardez l'étroitesse de cette ruelle, est complètement en pierre, avec des fenêtres géminées à colonnettes. Voilà un des paradoxes qui peut également se présenter, alors que c'est plutôt d'habitude les façades secondaires qui sont en pan de bois. Mais les encorbellements qui subsistent, même quand les pans de bois ont été détruits, sont les plus sûrs indices de leur présence originelle. Dernier exemple d'utilisation des deux matériaux donné par la dite Maison du Roi, dont le parti n'a été que récemment compris, en tout cas pas compris par l'ABF qui l'a restauré. Le deuxième étage sur la rue était un pan de bois en encorbellement
portés par les solives du plancher, sciées, vous les voyez ici, et alors que le poids de la charpente qui dépassait avec un avant-toit était reçu par des colonnes d'angle et des têtes de mur qui se trouvaient derrière le pan de bois. Les colonnes, portées à l'aplomb de la façade, étaient en effet stables, pouvaient porter le poids de la charpente, les pans de bois n'étant plus porteurs. Alors la Restauration n'a rien compris au parti, qui a créé une espèce de galerie à jour et a montré les colonnes, autrefois situées à l'intérieur des pièces, derrière les façades en pans de bois. Alors ce type de structure est maintenant beaucoup mieux connu et a été repéré dans de très nombreuses maisons, rarement conservées, avec le pan de bois devant la colonne. Très souvent, on voit des colonnes se promener dans les façades et qui intriguent tout un chacun. Troisième rubrique, je voudrais traiter maintenant de quelques points concernant la chronologie, les reprises et les restaurations. Je commencerai par donner quelques exemples de ce que j'appellerai les pièges du XVe siècle. En effet, il y a tout d'abord une tendance à la confusion chronologique, car pour identifier chaque campagne dans un édifice, le guide le plus souvent suivi, et parfois sans tenir compte des autres données matérielles, est celui du catalogue des formes des baies et du décor sculpté. Or, manifestement, il ne suffit pas et expose même à de nombreuses déconvenues. Ainsi en est-il de la fenêtre à croisée, à traverse et meneaux, spontanément attribuée au XVe siècle, alors qu'elle apparaît vers le milieu du XIIIe siècle dans le nord de la France et dès les toutes premières années du XIVe siècle dans le Midi, à l'exemple de l'hôtel de Livernon à Figeac. Vous voyez ce bel hôtel patricien avec tour et salle, comportant de très nombreuses cheminées et dont toutes ces fenêtres sont strictement de la même période chronologique que ces arcades. Et si nous allons sur la façade latérale, nous voyons que tous les autres caractères du bâtiment, depuis la taille de la pierre jusqu'à sa mise en œuvre, puis la modénature et la sculpture, ici celle du portail latéral dont vous voyez les petits chapiteaux accrochés, sont en faveur d'une datation haute dans la première moitié du XIVe siècle. C'est dire combien toute intervention sur un édifice, tout essai de datation, je veux dire, doit s'appuyer sur une grille de datation multicritères qui prennent en compte tous les aspects de la construction, depuis la préparation de la pierre jusqu'aux finitions. Et cette grille est à constituer impérativement pour chaque site, tant les particularismes locaux sont forts au Moyen Âge. Alors, c'est d'autant plus nécessaire que les reprises postérieures à la guerre de Cent Ans furent considérables sur beaucoup d'édifices, tant à cause des ruines que d'une volonté de mise au goût du jour de beaucoup d'édifices. Or, elles furent parfois faites avec beaucoup de soin, comme il apparaît dans cette maison de Caylus, qu'une observation superficielle peut faire paraître homogène. Fenêtre à croisée et porte barre longue. Effectivement, les portes étaient plus souvent en arc brisé au XIIIe, XIVe siècle, donc au premier coup d'œil, on imagine cette maison du XVe siècle. Or, un examen minutieux de la maçonnerie révèle le fantôme au-dessus des baies et le remploi de claveaux, donc fantôme d'arc, remploi de claveaux, la croisée s'étant fait couler tel un coucou dans la fenêtre du XIIIe siècle, dont elle a gardé la partie basse des pieds droits, ne retaillant que le haut. Et là, on est donc amené à redater l'origine de cette maison d'une période entre la fin du XIIIe siècle et la première moitié du XIVe siècle, ce qui de fait correspond beaucoup mieux au style des coussinets, ici, ces profils, des coussinets de la porte rectangulaire. Après ces très rapides considérations sur la chronologie, venons-en au problème de restauration lié à la peau des édifices, à la surface extérieure des édifices, et notamment à la question des enduits et des badigeons extérieurs. C'est une question bien difficile que de savoir quelle était l'apparence originelle des façades, et nous n'allons pas ici l'étudier de façon exhaustive. Je voudrais simplement attirer votre attention sur deux cas de figure plus ou moins fréquents. Alors, qu'en était-il des maisons en briques ? La restauration exemplaire, cette fois-ci, de la tour d'Arles à Caussade, a prouvé que les maçonneries en briques pouvaient n'être que partiellement enduites, alors que les joints gras sont lissés au ras des briques, voire les recouvrent légèrement,
Les tympans des fenêtres et les pieds droits sont soulignés par des enduits fins et rehaussés de peinture. Ici, l'étude a pu permettre de garder le maximum de ces enduits originels et de ne ragréer que le minimum. Les enduits simulent donc un moyen appareil autour des baies. C'est une sorte de mise en scène de certaines parties des façades traitées avec des traitements différents, simulant la mixité des matériaux pierre et briques. Elle est très remarquable et il a fallu une attention particulière pour que ces fragiles témoins ne disparaissent pas. Alors, des exemples comparables ont été relevés à Cahors, où des peintures reprenant des coupes en fausses briques étaient appliquées sur les façades pour régulariser l'aspect des façades extérieures. En voici un autre exemple pris plus au nord, à Provins, concernant les maçonneries de pierre. L'hôtel de Régnier à Cahors, receveur des comtes de Champagne, dont je vous avais déjà parlé, conservait un décor peint de faux appareils, ici conservé en jaune pâle, avec trait blanc, rehaussé d'un petit trait rouge, uniquement conservé sur les tableaux des fenêtres, qui avaient été murés, et le débouchage soigneux par l'architecte en chef des fenêtres a permis de retrouver cette partie de peinture extérieure, alors que l'ensemble des enduits extérieurs étaient partis, soit du fait de leur vieillesse, soit pour le reste, je les avais vus bûcher récemment. C'est donc dire que beaucoup des façades extérieures étaient enduites et rehaussées de couleurs vives. Et sur les pièces de sculpture civile des collections lapidaires de Cluny, nous avons retrouvé sur les claire-voies de nombreuses traces de pigments roses, ocre jaune ou vert, des traces vermillon sur une colonnette de la maison coloniale de Provins. Vous voyez que ça pouvait être très vif, ça pouvait carrément flasher, comme disent certains. Alors c'est dire combien il faut avoir l'attention en éveil pour repérer ces minuscules vestiges témoins d'une mise en scène des façades où les maçonneries étaient enduites, plus souvent encore badigeonnées de teintes neutres, tandis que les parties en relief étaient soulignées de couleurs vives. Il existait cependant des extérieurs encore plus travaillés. On peut en voir beaucoup dans la vallée du Pô, encore en Italie, mais les archéologues français du XIXe siècle ont encore eu la chance de pouvoir observer des vestiges de décors extérieurs couvrants. Ainsi, Mallet nous a-t-il conservé le souvenir de plusieurs façades peintes à Montferrand, petite ville qui était indépendante et maintenant dans la banlieue de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Il a proposé ainsi la restitution complète, à partir de lambeaux extrêmement importants, d'une façade du XVe siècle, dont vous voyez la para. Il a également relevé des fragments nombreux, fragments divers, dont celui-ci qu'il attribuait au XIIIe, XIVe siècle. J'achèverai ce tour d'horizon par quelques réflexions sur une quatrième rubrique, et ça sera la dernière, sur ce que j'ai appelé des formes atypiques qui troublent l'observateur. Il s'agit de formes inhabituelles qui surprennent, déroutent même, et peuvent parfois conduire à des contresens et des incompréhensions qui les font mutiler ou supprimer lors des restaurations. Je me bornerai à illustrer les problèmes posés par deux types de baies et puis par le couronnement, l'achèvement des façades. Alors voyons d'abord les baies atypiques. Une des formes les plus étonnantes est constituée par les portes retournées de Figeac. Ce que vous voyez ici est non pas l'intérieur d'une maison, mais l'extérieur d'une maison romane, dont vous êtes sur la rue à Figeac. Elle se retrouve sporadiquement ailleurs, en Quercy, en Rouergue. Alors, au lieu d'ouvrir au ras du parement de la façade, la porte est installée au fond de l'embrasure et se tire vers la rue au lieu de se pousser vers l'intérieur. Le procédé est très mal commode, surtout lorsqu'il y a un escalier. Et ce parti ne s'explique que par la volonté d'économiser un espace intérieur exigu en évitant d'aménager un palier interne dans l'emprise duquel battrait l'huisserie. Il permet en revanche d'avoir un escalier continu depuis la rue vers l'intérieur du logis. Plus mystérieux sont ces grands arcs qui ouvrent sur un certain nombre de façades, et notamment beaucoup de façades postérieures sur les lisses à cordes. Arcs murés maintenant, manifestement ouverts à l'origine, arcs toujours placés aux étages. Ils ne peuvent donc être des organes de communication avec la rue ou avec la lisse, puisqu'ils sont aux étages. Il est probable qu'il faille y voir des percements qui mettaient en communication l'intérieur de la maison et des ouvrages suspendus en pans de bois. Ils reprenaient donc le parti
de ces colonnes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui portaient le poids de la charpente. Là, c'était des arcs qui portaient le poids de l'étage au-dessus et qui permettaient de disposer de près d'1 mètre en encorbellement des cages en bois qui s'accrochaient aux façades, à l'image de nombreux dispositifs attestés, par exemple, sur les maisons de Pise, en Italie. Le couronnement des façades, quant à lui, pose d'autres interrogations. Alors certes, les couronnements les plus répandus sont les toits débordants, ce qui n'a rien de très original, mais il faut noter que bien peu sont conservés avec les pièces de bois d'origine, ce qui rend très précieux l'avant-toit avec ses bouts de chevron sculptés de la maison Prunet à cordes, cette maison dont je vous ai présenté un oculus avec un vitrail. Donc vous voyez qu'elle a conservé beaucoup d'éléments d'origine. Mais outre les avant-toits, parties communs sinon bien conservés, il faut noter l'existence de 2 autres parties. Le premier parti est celui des murs écrans, c'est-à-dire des murs qui camouflent la réalité du toit, tel celui-ci d'une maison romane de Montferrand encore en place. Alors ce mur n'est pas du tout une reprise, car la maçonnerie est parfaitement homogène, mais un choix esthétique et de rhétorique monumentale, en fait, de rhétorique monumentale qui masque les toits pour donner plus d'ampleur à des bâtiments, somme toute, d'une ampleur très moyenne. Le plus souvent, des pignons sur la rue, pour donner plus de majesté. Alors, ce qu'il faut bien remarquer, c'est ceci. Vous avez ici les 2 gargouilles. Ces 2 gargouilles sont au bas des 2 rampants du toit. Donc l'apex du toit est ici. Vous imaginez un rampant comme ceci, un rampant comme cela, des chenaux encaissés sur le sommet des murs gouttereaux et les 2 gargouilles qui rejettent l'eau à l'extérieur. Vous voyez donc cette illusionnisme, cette tromperie pour donner un peu plus d'ampleur à la façade. Ce parti est très apprécié, il est présent ailleurs, dans le sud-ouest, il est présent en Auvergne, alors très présent en Lorraine, notamment à Metz. Vous vous souvenez que je vous ai montré une façade merlonnée, celle de l'hôtel de Saint-Livier, et où effectivement beaucoup de maisons, notamment sur la place Saint-Louis à Metz, conservent encore de grandes suites de merlons qui masquent les toits plats installés derrière. Le merlonnage. Alors le merlonnage, justement, se retrouve sur le dernier mode de couronnement, le pignon à gradins. Ce pignon à gradins n'est pas propre à la Flandre, même s'il y est très commun. Il est en effet, en France, très apprécié en Picardie. Mais j'ai choisi un exemple très méridional, celui de la Borie de Savanac, à La Madeleine, en Quercy, Borie étant la maison de campagne des très riches lignages patriciens de Cahors. Cette Borie de Savanac avait une aile qui se terminait par un pignon regardant le Lot. Et j'ai choisi cet exemple pour prouver qu'on le retrouve partout. Alors vous voyez le pignon de la grande salle du début du XIVe siècle qui s'ajoute d'une grande rose, de 2 fenêtres rectangulaires à remplage avec encore 2 roses, puis il faut restituer 2 croisées, et vous notez les vestiges d'un pignon à gradins qui donnait encore plus de monumentalité à la façade qui se voyait lorsque, depuis Cahors, on accostait sur la rive du Lot sous la Borie de Savagnac. Sa présence a surpris dans le sud, et du coup nous en cherchons et en retrouvons peu à peu, mais nos confrères bourguignons pourront en rencontrer à Nevers ou à Chagny également. Voilà, j'ai conscience d'avoir été un peu long et je vous remercie de votre patience. J'ai souhaité néanmoins développer un peu la plupart des thèmes qui peuvent être abordés à propos de ces maisons médiévales, des programmes auxquels elles répondaient, de leurs aménagements et de la façon dont il faut tâcher d'interpréter les moindres indices. Je crois qu'il nous reste quelques minutes et que nous pouvons donc nous livrer au jeu des questions, si vous en avez bien sûr.